Et bienvenue dans un nouvel épisode de Chrono Analyse. Nous allons essayer de déterminer, pour parler trivialement, est-ce que c'est les soldes sur les actions chinoises Et ça, c'est cadeau. ou est-ce que le risque est beaucoup trop grand pour s'investir actuellement en Chine? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Alors, attention, c'est un marché qui est risqué. C'est important de comprendre que les informations qu'on a sont très biaisées. C'est-à-dire qu'on a un soft power américain qui pousse un narratif. Et d'autant plus que là, actuellement, on a le sommet des BRICS qui va avoir lieu. L'objectif du narratif, on va dire économique américain, c'est de peser sur le yuan, de mettre des doutes sur l'état de santé de l'économie chinoise, même s'il y a des raisons d'avoir des doutes. Et de l'autre côté, vous avez le soft power chinois qui fait des annonces, qui essaye de renverser la vapeur. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Personnellement, pourquoi j'ai investi en bourse en Chine et sur les marchés émergents asiatiques, donc Chine, Inde, Asie du Sud-Est, pour moi, c'est le futur pivot économique de la croissance mondiale. Donc c'est un choix personnel, c'est mon choix d'investissement. Je vous partage mes réflexions et mes recherches dans le cadre de cet investissement. Et je vous invite à faire de même, je vous invite à faire vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. Il ne faut pas oblitérer le fait qu'il y a la possibilité qu'il y ait une crise qui soit très importante en Asie du Sud-Est et notamment en Chine. En revanche, de mon point de vue, ça représente une opportunité. Comme tout investisseur, rétrospectivement, quand on se dit « Ah, la crise des subprimes, si j'avais investi à ce moment-là, le Covid, si j'avais investi à ce moment-là, l'objectif dans ce scénario d'investissement, c'est de se dire, essayer de trouver des entreprises de valeur qui vont résister à la crise, qui vont se décoter énormément, et quand ça va repartir, pouvoir bénéficier de la croissance qui ne manquera pas de venir. Donc je vous propose un état des lieux de mes recherches et de mes questionnements. Ça n'engage que moi. C'est moi, à mon petit niveau, qui ai fait des recherches. Alors, on a une croissance prévue pour la zone qui est en augmentation de 5,3%. Donc, on a une distorsion entre la valorisation et la croissance qui va être captée sur cette zone-là. En parallèle, on a un ralentissement de la croissance mondiale qui tombe, selon la Banque mondiale, à 2,2% par an. Donc, les perspectives et les prospections de l'OCDE, 2023-2024, le monde, c'est 2,7%, 2,9%. Inde, Chine, Indonésie, c'est le trio de tête. Ces trois pays vont capter une grande partie de la croissance mondiale. Mais quand vous avez 1% de croissance sur 1 milliard, c'est mieux que 5% de croissance sur 100 millions. On peut faire dire aux chiffres un petit peu tout ce qu'on veut, mais faut toujours mettre ça en perspective. Je me suis amusé à faire une analyse en partant d'une vidéo d'un influenceur conservateur américain qui s'appelle Ben Shapiro, et qui donc a sorti une vidéo. Malgré tout ce qu'on vous dit, la Chine est en train de mourir. Alors forcément, c'est des titres qui sont un peu punchy pour faire cliquer, mais dans cette vidéo, il utilise 5 arguments, et ça m'a paru intéressant de partir de ces 5 arguments pour analyser le risque sur la Chine. Alors, il y a énormément de vidéos qui sont sorties sur l'état de la Chine. Donc il y a vraiment un narratif qui est poussé dans ce sens-là. Je dirais pas qu'il est faux, mais je dirais qu'il est quand même un petit peu biaisé. Problem number one, demographics. En Chine, on a un déclin de la population, voire même un crash de la population. C'est dû à la politique de l'enfant unique. Donc quelles sont les possibilités pour la Chine pour gérer ce problème? Donc c'est est-ce que c'est faire comme le Japon, et donc c'est rentrer en décroissance de sa population, et donc faire avec, et donc travailler sur de la robotisation, sur de l'automatisation, d'accepter aussi le fait que une part croissante de sa population va vieillir. On a aussi une politique nataliste qui se met en place. Il faut savoir quand même que cette politique nataliste, elle a seulement 2 ans, et donc qu'il va y avoir des efforts au niveau des infrastructures et aussi des efforts financiers pour soutenir les familles chinoises. En attendant, pour mitiger le déclin démographique, il faut savoir que l'âge normal de départ à la retraite en Chine, c'est 60 ans pour les hommes, 50 ans pour les femmes, 55 ans pour les femmes employées cadres.
Ils ont de la marge de ce point de vue-là. Bien sûr, ça serait une mesure qui serait très très impopulaire, mais ils ont la possibilité de mettre ça en place et donc de mitiger ce drop qui en passe d'arriver. On a atteint le pic en 2020. Chute à l'arrière du peloton. Le deuxième argument de Ben Shapiro dans sa vidéo, c'est le manque d'innovation. Alors, je me suis intéressé au classement PISA. On se rend compte que la Chine et ses émanations à Macao et Hong Kong trustent les premières places. Les demandes d'enregistrement de brevets sont à 70 000 pour la Chine, 59 000 pour les États-Unis. Concernant les dessins et modèles, ce qui est plutôt de l'industrie, on a l'Allemagne qui est première et la Chine qui est en deuxième position. Si on prend les chiffres bruts, on se dit que les États-Unis sont dans une merde pas possible. Oui et non, voir la tendance, mais voir aussi le passif, c'est-à-dire que les États-Unis, ils sont assis sur une montagne de brevets existants, mais si on a une démarche un peu schumpeterienne, on peut envisager le fait que la Chine est sur un momentum positif. C'est souligné par c'est la vitesse à laquelle ils sont allés. C'est-à-dire que dans ce graphique, ce qui est important, c'est de se dire, ok, en 2017, Microsoft était à 4000, Samsung était à 3000, IBM 2900. C'était le trio de tête sur l'intelligence artificielle. 4 ans plus tard, 2021, le trio de tête a changé. C'est Tencent, Baidu et IBM. On a d'un côté les étudiants chinois qui étudient à l'étranger, qui vont chercher les savoirs. Par exemple, qu'en France, vous avez une grande partie des étudiants étrangers de Polytechnique qui viennent de Chine. Grosso modo, la Chine produit 1,3 million d'ingénieurs par an, l'Inde 1,5 million. Si on compare aux États-Unis, seulement 250 000. En revanche, effectivement, on peut quand même prendre en compte des sujets de liberté d'entreprendre, de liberté d'initiative, de façon d'éduquer les personnes, qui fait que peut-être aux États-Unis, en France, on a une plus grande facilité avec la créativité. C'est une dictature. Si vous prenez le mot communiste, c'est un synonyme de dictature. Guangzhou, China. China, okay. China, good country. Good country. Good country. Donc la Chine est-elle une dictature? Oui. 100% oui. Économiquement, elle a donné à son peuple une certaine liberté d'entreprendre, mais on est quand même enfermé dans un carcan idéologique et dictatorial. On peut quand même s'interroger sur la qualité des plans quinquennaux chinois, et le plan quinquennal 2021-2025, en tout cas sur le papier, qui sont quand même très réalistes. Le soin de la population, faire face au vieillissement et encourager la natalité. Donc ça, c'est les grands enjeux de la société chinoise. Les agglomérations urbaines, l'efficacité de l'infrastructure, qui se combine avec l'économie verte. Ils sont en train de faire ce swap. Et en parlant de swap, donc on a la Chine digitale et les technologies, les innovations technologiques qui sont le troisième volet de ce volontarisme, donc l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, etc., etc. Leur objectif n'est plus seulement de faire de la manufacture, mais d'avoir une manufacture de qualité, d'aller sur des produits à haute valeur ajoutée, d'aller sur des produits à haute valeur technologique. Voilà, ils ont un objectif de planification avec les nouvelles routes de la soie. Si on voulait en parler profondément, il faudrait faire 2 vidéos complètes là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont une politique intérieure, mais aussi une politique d'expansion vers le monde au travers de prise de participation dans les infrastructures. Créer des chemins de fer, créer des routes, installer des infrastructures portuaires, etc., etc. Donc, un des arguments dans la vidéo qui nous sert de fil conducteur, c'était le fait que la Chine est un pays très endetté. Et les gouvernements régionaux sont eux aussi très endettés. Alors effectivement, on a une évolution depuis 2009 de chiffres de la dette qui sont très très importants. Un point à souligner, les chiffres chinois sont souvent bidonnés. Là on le voit, les chiffres officiels de la dette, c'est 45%, 50% du PIB. Le FMI considère que on est à 110%. Donc c'est vrai que c'est pas un signal favorable au business d'un point de vue de l'investisseur. D'une part, la dette publique est largement en monnaie locale. On a seulement 10% des obligations souveraines qui sont détenues par des étrangers. La dette des gouvernements locaux est détenue en premier lieu par des acteurs chinois publics. Voilà. Donc 90% de la dette publique est 1 en monnaie locale, 2 détenue par des locaux, et 3 les gouvernements locaux sont endettés vis-à-vis du gouvernement central.
Donc si vous regardez la vidéo de Charles Gave où il explique la dette chinoise, vous comprenez que le risque est très très contenu. Taïwan, gros morceau. Anyone, any niece and nephew from Taiwan? Not a real country. Not a real country. I hope one day you rejoin the motherland, one China. Quand on parle de la Chine et quand on parle de risque, le premier risque géopolitique dont on va vous parler, c'est Taïwan, si jamais ça arrive. Et d'un point de vue économique, ça sera désastreux pour le monde entier. Alors, on a une vidéo du Hudson Institute, qui est un think tank conservateur. Donc c'est une présentation qui a été faite par Kyle Bass. Il est propriétaire d'un fonds d'investissement américain. Il a été conseiller de Donald Trump. Son cheval de bataille, dans tous les médias dans lesquels il apparaît, c'est dans les 1 an et demi qui arrivent, la Chine va envahir Taïwan. Et là, il donne des explications qui sont quand même, qui paraissent plutôt sensées. Donc, le fait que la Chine fait des réserves de vivres, le fait que la Chine a une armée qui a je ne sais combien de plans d'invasion existants, etc., etc. Et le fait aussi que la Chine s'est énormément dérisquée d'un point de vue financier par rapport au monde occidental. Moi je vois ça plutôt comme une conséquence de la guerre en Ukraine. Les avoirs russes ont été saisis, tout a été gelé, donc nous on va se protéger. Alors, très important, 13 janvier 2024, les élections taïwanaises. L'histoire de Taïwan qui fait aujourd'hui beaucoup de bruit. Peut-être qu'elle peut s'arrêter peu à peu. En tout cas, à partir de fin 2024, quand, comme il y a de fortes chances, la majorité à Taïwan changera, ou alors ça peut monter en puissance, comme vous l'avez dit, s'il y a des va-t-en-guerre qui veulent provoquer quelque chose. Ça ne peut pas être uniquement Taïwan, mais là ça dégénérerait à un niveau mondial, il faut bien le dire, ou en tout cas au minimum sur l'ensemble de l'Indo-Pacifique, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Citation de Xi Jinping, nous allons continuer d'avoir comme objectif une réunification pacifique avec la plus grande sincérité, et ça sera notre effort principal. Mais nous ne promettrons jamais de renoncer à l'usage de la force et nous nous réservons l'option de prendre toutes les mesures nécessaires. Écoutez, cette vision qui présente les Chinois comme des bellicistes enragés, qui veulent prendre Taïwan par tous les moyens le plus vite possible, et voir de l'autre côté les Américains qui sont là pour défendre Taïwan parce que c'est la démocratie, il est évident que le problème est plus compliqué. Je vous conseille l'excellente vidéo de Alain Juillet qui reçoit le général Schaeffer pour parler du conflit sino-américain concernant Taïwan. Très 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 intéressant. Attention, 2024, décidément année pivot. Élection américaine en 2024. Pareil, très important. Which Republican candidate has the best chance of winning the general election? Right now, Donald Trump. Donc les Chinois ont une grosse tendance à l'épargne. Il faut savoir que c'est un peuple qui a connu la faim, mais la vraie faim, avec des gens qui meurent de faim. J'ai pris cet extrait où la personne qui est interviewée explique que les anciens ont vraiment besoin d'avoir beaucoup d'économies pour se sentir en sécurité. Si on regarde comment se comportaient nos grands-parents, si vous alliez dans leur cave, il y avait absolument beaucoup de réserves de nourriture parce que ils avaient connu la faim pendant la guerre, la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Donc réduire les taux, ça n'a pas seulement l'effet de permettre à des emprunteurs d'avoir accès à du capital, mais ça permet aussi de décourager l'épargne et donc de libérer des capitaux. La déflation en Chine, donc vraiment gros souci actuellement. On a une déflation qui est importante. C'est symbolisé par la baisse du prix du porc en Chine. C'est un indicateur central en Chine. The fact that they're exporting deflation and the yuan is down. That's a double whammy. La double peine. Et donc, dans la foulée de tout ça, on a les différentes banques qui baissent leurs prévisions de croissance du PIB chinois. Les marchés sont déçus en fait de ce redémarrage post-Covid qui n'a pas été aussi dynamique que prévu. Donc là, les bourses ont vraiment souffert énormément. Les signaux économiques macro ne sont pas bons. Alors, lutte d'influence, guerre commerciale. Pour Ray Dalio, les deux économies sont trop imbriquées pour qu'il y ait un perdant et un gagnant. Ça sera soit les deux économies seront gagnantes, soit les deux économies seront perdantes de cette guerre. Ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les différents terrains d'affrontement
entre la Chine et les États-Unis. Donc on a des terrains qui sont sur la domination technologique, les semi-conducteurs bien sûr, la course à l'espace, les approvisionnements d'énergie. On a la Chine qui utilise le gallium et le germanium comme une contre-offensive concernant les restrictions sur les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs qui eux-mêmes, donc ceux de très haute technologie qui sont désormais interdits d'export vers la Chine, mais aussi des machines de lithographie comme les machines d'ASML qui désormais sont pas accessibles au marché chinois. D'une part, on a les fabricants de puces américains qui s'inquiètent de ces restrictions parce que la Chine représente une partie très importante de leurs débouchés. Ils doivent vendre entre 40 et 60% de leur chiffre d'affaires provient de Chine. Et par ailleurs, ça pousse la Chine à s'équiper grandement et à essayer d'atteindre son autonomie de ce point de vue-là. La Chine actuellement sur les technologies matures est en passe de dominer ce marché-là. Et on peut s'attendre à un raz-de-marée de puces et de semi-conducteurs matures à bas prix dans les années qui viennent. Petit aparté, les ST Micro, toutes ces entreprises vont avoir une grosse concurrence qui va arriver. Donc les BRICS, attention, 22 août, le sommet. On a deux sujets. Le premier, c'est tout ce narratif américain qui est poussé pour décrédibiliser l'économie chinoise. Essayer d'endiguer ce phénomène de dédollarisation qui est poussé par les BRICS. On a le côté de l'agrandissement des BRICS qui représente le fait que la tendance est plutôt en faveur de ce groupe-là, parce que si beaucoup de pays veulent les rejoindre, c'est pas pour rien. Une vidéo avec Monsieur Darcet et une vidéo avec Charles Gave. Ces vidéos-là, je vous les conseille parce que c'est intéressant. On n'est pas obligé de partager toutes les idées de ces personnes-là, mais en tout cas, c'est pas idiot de s'y intéresser. Est-ce que les BRICS peuvent vaincre le G7? Ça, c'est Terabellum qui se pose cette question. La vidéo est intéressante. L'énergie, le gaz et le pétrole russe qui coulent à flot en Inde et en Chine, ça va être un accélérateur de croissance très important. Donc les BRICS en chiffres, c'est pour l'instant 5 membres, c'est 40% de la population mondiale. Et voilà, c'est 26% de l'économie globale, avec donc des velléités d'agrandissement pour les BRICS. Alors les infrastructures, donc les infrastructures chinoises sont hyper modernes, hyper développées, que ce soit au niveau du rail, de la route et de l'aviation, mais aussi des installations portuaires. Une petite infographie pour voir que la Chine représente un marché, une capacité d'export énorme vers le monde entier. Après, d'un point de vue éthique, c'est complètement compréhensible de ne pas avoir envie d'investir en Chine. Alors, on a vu quand même qu'on avait pas mal de bons arguments en faveur de la Chine, beaucoup de risques quand même qui sont encore présents, qui sont très importants. Une information qui est importante pour moi, en tant qu'investisseur long terme, c'est la valorisation. Actuellement, le marché, ça se trade à entre 10 et 12 fois la valeur, ce qui est très bas pour des entreprises de très bonne qualité. On a pas mal d'entreprises qui sont assises sur des tonnes de cash. Si on prend les BATX, c'est un peu les GAFAM chinois, c'est des entreprises qui sont très solides. Par exemple, Alibaba a posté ses résultats là dernièrement. C'est des résultats qu'une entreprise américaine, si une entreprise américaine publie des résultats de la sorte, elle prend 15% d'un coup. Là, il y a eu quoi, 4%? Bon. Pour l'instant, le marché est comme ça, le marché a toujours raison. Mais c'est peut-être intéressant d'anticiper, de se dire que à un moment donné, le marché va probablement se retourner et la crise actuelle est peut-être une belle opportunité, à l'instar d'un Covid, à l'instar d'une crise des subprimes, à l'instar de tout un tas de crises qui sont passées, qui sont arrivées par le passé dans le monde. Il faut aussi quand même savoir que la réouverture chinoise, elle est beaucoup plus récente que la réouverture chez nous en Europe. Il y a quand même une distorsion et il y a un décalage de timing qui doit être pris en compte. Sur ce graphique de JP Morgan, alors j'ai piqué l'idée à Monsieur Delmas dans sa dernière vidéo Zone Bourse, mais son argumentation c'est de dire que le marché US est survalorisé. Bon, après il l'a toujours été, mais que certains marchés sont vraiment sous-valorisés, énormément sous-valorisés. Et effectivement, la Chine, les pays émergents et la Grande-Bretagne, ils sont vraiment sous-évalués, donc pas chers. L'heure de se réveiller.
Donc si on choisit des entreprises intéressantes, très solides, avec un super bon business, un moat, etc., etc., si on fait des choix très raisonnés, on a de grandes chances de gagner de l'argent. Chasteté et de pauvreté. Oh non. Même si il y a des informations sur le marché de l'immobilier qui sont très très mauvaises, c'est un marché qui peut être assez résistant en Chine. Si on combine la déflation, la démographie et le marché de l'immobilier, on peut avoir un effet de boule de neige qui peut être très très négatif. Donc vraiment, il faut être conscient des risques, soyons prudents. Donc dernière chose, quand on parle de déflation, on a l'inflation core qui n'est pas négative. Et on voit que le producer price inflation, donc qui monte, qui descend, qui monte, il a des variations qui sont énormes. Il peut aller très bas comme il peut remonter très haut. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura intéressé. Alors il y avait beaucoup de sujets à aborder, c'était très dense. Je vais essayer de faire un chapitrage le plus serré possible. Mais en tout cas je vous remercie de votre attention et je vous remercie de m'avoir écouté. Très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce, ça nous aide, enfin ça m'aide énormément. Merci à vous. 天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他领导我们的解放哎，人民翻身当家做。